Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e partie du roman d'Agatha Christie, Monsieur Brown. Je vous invite encore à vous abonner à ma chaîne, cela vous permettra de ne pas rater le contenu, de participer au sondage, aux petites questions que j'ai l'intention de poster plus régulièrement, et puis surtout cela me ferait énormément plaisir. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Chapitre 18. La dépêche. Déçu, Tommy se rendit au restaurant et commanda un repas choisi. Ces 4 jours de prison lui avaient appris à apprécier la bonne chair. Il était sur le point de porter à sa bouche un morceau particulièrement tentant de sole à la Jeannette quand il aperçut Julius entrant dans la salle. Il brandit joyeusement le menu et réussit à attirer l'attention de son ami. Julius écarquilla les yeux, et soudain, il traversa la salle en 3 enjambées, secouant la main de Tommy avec une vigueur un peu exagérée. « 1000 tonnerres !» s'exclama-t-il. « Est-ce bien vous ?»« Naturellement. Pourquoi ne serait-ce pas moi ?»« Mais savez-vous que nous vous croyions mort, encore 2 jours, et nous aurions fait chanter un requiem pour le repos de votre âme. Qui me croyait mort? Katsu? Elle songeait sûrement au proverbe qui dit que les meilleurs d'entre nous meurent jeunes. Il doit y avoir en moi une bonne dose de criminel pour que j'aie pu survivre. Où est Katsu à propos? Elle n'est pas là? Non, on m'a dit au bureau qu'elle venait de sortir. Faire des emplettes probablement. Je l'ai amenée ici en voiture, il y a à peu près 1 heure. Mais je vous en supplie, Beresford, départez-vous de votre flegme britannique et racontez-moi ce que vous avez fait pendant ce temps-là. Je suppose que vous avez eu des aventures. Quelques-unes, dit modestement Tommy, et il commença son récit. Julius écoutait, médusé. Il en oubliait de boire et de manger. À la fin, il poussa un grand soupir. 10 de conduite, Beresford, un vrai héros de roman. Et sur votre front? Eh bien, nous aussi, nous avons eu quelques aventures. À son tour, il assuma le rôle de conteur. Mais qui a tué Madame Vandermeyer? Demanda Tommy. Je ne comprends pas. Le docteur a cru qu'elle avait pris le chloral elle-même, répondit sèchement Julius. Et Sir James, que pense-t-il? Comme tous les hommes de loi, il reste muet comme un sphinx. Il réserve son avis. Comme Julius terminait son récit, par l'entretien avec le docteur Hall, Tommy s'exclama. Jane Finn a perdu la mémoire? Parbleu! Voilà l'explication de leur regard étrange quand je parlais de la questionner. J'ai fait là une gaffe. Mais c'est vraiment une des choses impossibles à deviner. Aucune allusion à l'endroit où elle se trouve? Pas un mot. Je la croyais chez Madame Vandermeyer. Est-ce vraiment le chloral? Pour ma part, je n'y crois pas. Et je pense que Katsu et même le très haut et très noble Sir James ont la même idée que moi. Monsieur Brown? Oui. Mais il n'a quand même pas des ailes, ce mystérieux Monsieur Brown. Je ne vois pas comment il est entré et sorti. Et si la transmission des pensées existait vraiment? Mettons qu'une sorte d'influence magnétique aurait induit Madame Vandermeyer à se supprimer. Tommy le regarda avec respect. Bien, Julius, très bien. Quelle belle phrase. Mais ça me laisse froid. Je veux un vrai Monsieur Brown, en chair et en os. Je crois que de jeunes détectives pleins de talent doivent examiner des lieux, entrées, sorties, cachettes, etc., et se démener jusqu'à ce qu'ils aient résolu le mystère. Allons voir la scène du crime. Je voudrais bien rejoindre enfin Katsu. Le Ritz est destiné à être le théâtre d'une rencontre émouvante. Au bureau, on annonça que Katsu n'était pas encore entrée. Si elle était dans mon salon, dit Julius, je vais vite aller voir. Il disparut. Soudain, un chasseur aborda Tommy. La jeune dame, monsieur, murmura-t-il timidement. Je crois qu'elle a pris le train. Quoi? Le petit chasseur rougit violemment. Oui, monsieur. Je lui ai amené un taxi et je l'ai entendu dire au chauffeur de la conduire à la gare de Charing Cross. Tommy le regardait, les yeux grands ouverts. Enhardi, le petit continua. Et auparavant, elle m'a demandé l'indicateur des chemins de fer. À quel moment? Quand je lui ai apporté la dépêche, monsieur. Une dépêche? Oui, monsieur.
À quelle heure? 11h30 à peu près, monsieur. Racontez-moi en détail ce qui s'est passé. Le petit raconta d'un trait. On m'a donné une dépêche pour le numéro 991. La dame était là. Elle l'a ouverte et elle a dit: Ah, apporte-moi vite un indicateur des chemins de fer, Henri. Je ne m'appelle pas Henri, mais... Appelle-toi comme tu voudras, mais continue. Oui, monsieur. J'ai apporté l'indicateur et elle m'a dit d'attendre. Puis elle a trouvé quelque chose dedans. Elle a regardé la montre et elle a dit: Vite, vite, appelle-moi un taxi. Puis elle a enfoncé son chapeau en 2 secondes et elle est descendue presque en même temps que moi. Et je l'ai vue entrer dans le taxi en disant ce que je vous ai dit, monsieur. Le petit s'arrêta pour souffler. Tommy le regardait en silence. À cet instant, Julius le rejoignit. Il tenait une lettre ouverte entre les doigts. Dites donc, Hersheimer, Katsu est allé faire le détective pour son propre compte. Comment? Elle est partie dans un taxi à la gare de Charing Cross, en vitesse, après avoir reçu une dépêche. Ses yeux tombèrent sur la lettre que Julius tenait à la main. Oh, elle vous a laissé une lettre? Parfait. Où est-elle allée? Presque inconsciemment, il tendit la main pour avoir la lettre, mais Julius la replia et la mit dans sa poche. Il semblait un peu embarrassé. Elle ne parle pas de son départ dans cette lettre. C'est au sujet d'autre chose. Je lui avais posé une question à laquelle elle devait me répondre. Oh! Tommy, surpris, semblait attendre une explication. Écoutez, Beresford, dit soudain Julius. J'aime mieux vous le dire. J'ai demandé Miss Katsu en mariage ce matin. Oh! Fit automatiquement Tommy. Il était frappé d'étonnement. Les mots de Julius étaient totalement inattendus. Pour l'instant, son cerveau nageait dans le brouillard. Je tiens à vous affirmer, continua Julius, qu'avant de parler à Miss Katsu, je lui ai nettement dit que je ne voulais pas me mettre entre elle et vous. Tommy se redressa. All right, dit-il. Katsu et moi, nous sommes des amis d'enfance. C'est tout. Il alluma une cigarette d'une main qui tremblait légèrement. All right, all right. Katsu a toujours dit que ce qu'elle voulait, c'était de l'art. Il s'arrêta, rouge de confusion. Mais Julius ne semblait pas choqué, pas le moins du monde. Oh oui, je crois que ce seront les dollars qui la décideront. Elle me l'a dit elle-même. Pas d'hypocrisie. Je crois que nous serons bons camarades. Tommy le regarda curieusement, pendant un instant, comme pour dire quelque chose, puis changea d'avis et garda le silence. Katsu et Julius, après tout, pourquoi pas? Ne s'était-elle pas plainte de ne pas connaître d'homme riche? N'avait-elle pas ouvertement proclamé son intention de se marier pour de l'argent, dès qu'elle en aurait l'occasion? Sa rencontre avec le jeune millionnaire américain lui fournit une chance, et elle en profite. Elle voulait de l'argent, elle l'avait toujours dit. Pourquoi la blâmer d'être fidèle à ses idées? Et cependant Tommy lui en voulait. Il était plein d'une rancune illogique et passionnée. Ces choses-là, on les disait, mais on ne les faisait pas. Une vraie jeune fille ne se mariait pas pour de l'argent. Katsu était une égoïste et une sans-cœur, et il serait heureux de ne plus jamais la voir. Et la vie était une chose si bête. La voix de Julius interrompit sa méditation. Oui, je suis sûr que nous serons de bons camarades. J'ai toujours entendu dire que la première fois, une jeune fille refuse une proposition de mariage. C'est une sorte de convention. Tommy lui saisit le bras. Refuse? Vous avez dit refuse? Mais oui. Ne vous l'avais-je pas dit? Elle a simplement lancé un non, sans donner une ombre de raison. L'éternel féminin, comme disent les Allemands. Mais elle reviendra à la raison, j'en suis sûr. Je me suis peut-être un peu trop pressé, mais... Tommy l'interrompit sans se soucier de la politesse. Que dit-elle dans sa lettre? Demanda-t-il farouche. Julius la lui tendit, obligeamment. Rien sur l'endroit où elle est allée, assura-t-il. Mais si vous ne me croyez pas, voyez vous-même. Tommy lut. Cher Julius, il m'est impossible de penser au mariage avant que Tommy soit retrouvé. N'en parlons plus jusqu'à ce que ce moment arrive. Bien affectueusement, Katsu. Rayonnant, il rendit la lettre à Julius. Il trouvait Katsu la plus noble et la plus désintéressée des femmes. N'avait-elle pas d'emblée refusé Julius? Il est vrai que la lettre n'était pas définitive, mais c'était excusable.
On aurait dit une avance à Julius pour l'encourager à retrouver Tommy. Brave petite Katsu. Il n'y avait pas une jeune fille au monde digne de délier les cordons de ses souliers. Quand il la verrait, et soudain la réalité lui revint. « Vous avez raison, dit-il. Elle ne dit pas où elle va. Pas la moindre allusion. Hé, Henri !» Le petit chasseur accourut docilement. Tommy tira de sa poche 5 shillings. « Autre chose encore. Te souviens-tu de ce que la jeune femme a fait de la dépêche ?»« Oui, monsieur. Elle l'a roulée en boule et l'a jetée dans la cheminée en criant quelque chose comme « Hurrah !» monsieur. Très bien, Henri. Voilà tes 5 shillings. Venez, Julius. Tâchons de retrouver cette dépêche. Ils montèrent. Katsu avait laissé la clé sur la porte. La chambre était telle qu'elle l'avait quittée. Dans la cheminée, on voyait une boule bleue. Tommy la déroula soigneusement et lut. Venez immédiatement. Moat House, Avebury, Yorkshire. Événement formidable. Tommy. Ils se regardèrent stupéfaits. Julius parla le premier. « Ce n'est pas vous qui avez envoyé la dépêche. »« Mais non, qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie le pire. Ils l'ont eu. »« Quoi ?»« Pour sûr. Ils ont signé de votre nom. Et elle est tombée dans le piège comme un lapin. »« Mon Dieu, qu'allons-nous faire ?»« La suivre immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. »« Quelle chance qu'elle n'ait pas emporté cette dépêche. Débrouillons-nous. Où est cet indicateur ?» L'énergie de Julius était contagieuse. Abandonné à lui-même, Tommy aurait probablement réfléchi une bonne demi-heure avant de prendre une décision. Mais en compagnie de Julius Hersheimer, il fallait aller vite. Tommy feuilleta rapidement l'indicateur. Ça y est. Avebury, Yorks, gare de King's Cross, pas Charing Cross. Le train de 12h50, c'est celui qu'elle a pris. 2h10, il est parti. 3h20, c'est le prochain. Mais c'est un omnibus. Si on prenait la voiture? Si vous voulez, mais j'aime mieux prendre le train. Il faut rester calme. Julius poussa un grognement. Vous avez raison, c'est épouvantable de penser à cette petite fille innocente dans leurs griffes. Tommy réfléchissait. Pourquoi ont-ils besoin d'elle, Julius? Demanda-t-il. Hein? Je ne comprends pas. Je pense, expliqua Tommy en poursuivant péniblement ses réflexions, qu'ils ne veulent pas lui faire du mal. Ils l'ont prise comme otage. Elle n'est pas en danger pour le moment, parce que si nous découvrons quelque chose, elle leur sera d'une grande utilité. Tant qu'ils l'ont, nous dépendons d'eux. Compris? C'est vraisemblable. En outre, ajouta Tommy, j'ai grande confiance en Katsu. Le voyage fut long et ennuyeux. Ils durent changer 2 fois de train. Avebury était une petite gare déserte avec un contrôleur solitaire, à qui Tommy adressa la parole. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve Moat House? Moat House? La grande maison au bord de la mer? Vous avez un bon bout de chemin à faire. Ne vous rappelez-vous pas d'une jeune dame qui a dû arriver par le train de 12h50 et vous demander le chemin de Moat House? Le contrôleur ne se rappelait pas. Il ne croyait pas avoir vu arriver une jeune dame. En tout cas, personne ne lui avait demandé le chemin de Moat House. Cela, il en était sûr. Tommy était horriblement déprimé. M. Brown avait sur eux 3 heures d'avance. C'était énorme. Le chemin leur parut d'une longueur inouïe. Ils se trompèrent et firent une demi-lieue dans une direction fausse. Enfin, ils arrivèrent à une vieille maison située au fond d'un jardin embroussaillé. Il pleuvait. L'endroit était désert. La grille si rouillée et le seuil si poussiéreux qu'on avait peine à croire qu'un être humain fût passé par là le jour même. Était-ce vraiment là qu'on avait emmené Katsu? Julius tira la sonnette rouillée. Un son faible et discordant rompit le silence. Ils attendirent. Personne ne répondit. Ils sonnèrent encore et encore, mais les volets étaient fermés, et il n'y avait pas âme qui vive. Il vaut mieux peut-être, dit Julius, retourner au village et demander des renseignements. Ils longèrent la route et arrivèrent bientôt à un petit hameau. Un ouvrier venait à leur rencontre, et Tommy lui posa la question. « Moat House? La maison est vide, depuis des années déjà. C'est Madame Sweeney qui a la clé, à côté du bureau de poste. » Madame Sweeney,
qui leur ouvrit elle-même la porte de son petit cottage, était une femme proprement vêtue, à la figure honnête. Elle avait remis immédiatement la clé de Malthouse. « Mais, à vrai dire, messieurs, je ne crois pas que la maison vous convienne. Il faudrait des réparations. Les plafonds ont craqué, il y a des trous dans les planchers. Il faudrait dépenser beaucoup d'argent pour remettre tout en état. Ben, voyons-là quand même. Les maisons sont rares de nos jours. C'est bien vrai, ça. Ma fille, mon gendre cherche depuis des mois un cottage convenable, et ils n'en trouvent pas. Tout est si cher. Y a-t-il un hôtel ou une auberge dans le pays où l'on puisse passer la nuit? Il y a bien le Yorkshire Arms, mais je ne sais pas si c'est vraiment bien pour des messieurs comme vous. Oh si, merci bien, madame. À propos, une jeune dame ne vous a-t-elle pas demandé la clé de Malthouse aujourd'hui? Personne n'est venu voir la maison depuis très longtemps. Ils revinrent une fois de plus sur leurs pas et firent le tour de la maison déserte. Partout des toiles d'araignée, une couche épaisse de poussière. « Je ne crois pas que Katsu ait été dans cette maison, » déclara Julius. « Nous la reverrons à la lumière du jour, » répondit Tommy. Le lendemain, ils reprirent leur fouille et furent forcés de conclure que personne n'était entré dans la maison depuis très longtemps. Ils auraient peut-être quitté le village, n'eût été une découverte de Tommy. En passant devant la grille, il jeta un cri et, se courbant, ramassa parmi les feuilles un objet qu'il montra à Julius. C'était une petite broche en or. « C'est à Katsu. »« Êtes-vous sûr? »« Absolument. Je l'ai vue sur elle bien des fois. »« Donc elle est venue ici. Il est impossible que personne ne l'ait aperçue. Nous n'avons qu'à continuer nos recherches. » Tommy et Julius travaillèrent ensemble et séparément, mais sans résultat. Personne dans le voisinage n'avait vu Katsu. Finalement, ils en vinrent à la conclusion qu'elle avait peut-être été emmenée en voiture. Ils renouvelèrent leur enquête. Avait-on vu une voiture stationnée ce jour-là dans le voisinage de Malthouse? De nouveau, réponse négative. Julius suivait les moindres pistes comme un chien de chasse. Il réussissait à trouver des traces de toutes les voitures qui avaient traversé le village ce jour-là, faisait irruption dans les propriétés privées, tombait sur des vieilles dames respectables, provoquait et désarmait à tour de rôle leur indignation, mais n'aboutissait à rien. Les jours passaient et Katsu restait introuvable. L'enlèvement avait été fait de main de maître. La jeune fille semblait s'être évaporée. « Savez-vous depuis combien de temps nous sommes ici ?» demanda Tommy un matin à un déjeuner. « Une semaine. Nous ne savons toujours rien à propos de Katsu. Et dimanche prochain est le 20. Dire que je l'avais presque oublié. Je ne songe qu'à Katsu. Et moi donc. Mais si nous la trouvons, il faut que ce soit avant le 29. Après, je ne donnerai pas cher de sa vie. Son rôle d'otage sera fini. Et alors, je commence à croire que nous avons fait une erreur. Nous avons perdu notre temps. Vous avez raison. Nous avons joué les détectives nigauds que nous sommes. J'en ai assez. Je vais retourner à Londres et remettre l'affaire entre les mains de Scotland Yard. En fin de compte, les professionnels valent mieux que les amateurs. Venez-vous avec moi? Tommy secoua la tête. À quoi bon? Un de nous suffit. Je resterai ici. Peut-être découvrirai-je quand même quelque chose, on ne sait jamais. Je vous rejoindrai aujourd'hui même avec 2 ou 3 policiers et les meilleurs. Mais ce plan ne se réalisa pas. Dans l'après-midi, Tommy reçut une dépêche. Venez Manchester, Midland Hotel. Nouvelles importantes. Julius. À 7h30, Tommy descendit d'un petit train omnibus. Julius l'attendait sur le quai. Tommy le saisit par le bras. « Qu'y a-t-il? A-t-on retrouvé Katsu ?»« Non, mais voilà ce que j'ai trouvé à Londres. » Ça venait d'arriver. Il tendit une dépêche. Tommy lut avec stupéfaction. « Jane Finn retrouvée. Venez immédiatement. Manchester Midland Hotel. Peel Edgerton. » Julius reprit la dépêche et la replia soigneusement. « C'est curieux, fit-il, pensif. Et moi qui croyais que cet avocat s'était désintéressé de l'affaire. » Chapitre 19. Jane Finn. « Mon train est arrivé il y a une demi-heure, expliqua Julius. J'étais sûr que vous viendriez par celui-ci, et j'ai télégraphié à Sir James avant de quitter Londres. Il a retenu des chambres pour nous à l'hôtel, et il viendra nous rejoindre pour dîner à 8 heures. Pourquoi pensiez-vous qu'il avait cessé de s'intéresser à l'affaire? Parce qu'il l'avait dit.
Quel vieux faiseur de mystère. Il ne voulait pas se compromettre avant d'avoir réussi. Je me demande si c'est la seule raison, dit Tommy. Sir James arriva exactement à 8 heures, et Julius lui présenta Tommy, à qui il serra chaleureusement la main. Ravi de vous connaître, monsieur Beresford. J'ai entendu dire pas mal de choses sur vous, par Miss Katsu. Il sourit involontairement. Que j'ai l'impression de vous connaître déjà très bien. Merci, monsieur, dit Tommy avec sa joyeuse grimace. Il regardait avidement le grand personnage. Comme Katsu, il ressentait son magnétisme. Sir James lui rappelait M. Carter. Bien que physiquement très différents, ces deux hommes avaient quelque chose de commun. Sous l'attitude négligente de l'un et sous la réserve professionnelle de l'autre, perçait le même esprit, affiné et aiguisé. Il sentait que Sir James l'examinait, lui aussi, et qu'il lisait en lui comme dans un livre ouvert. Il aurait voulu connaître son opinion, mais il savait fort bien que Sir James ne disait que ce qu'il voulait bien dire. Il en eut la preuve sur le champ. Dès qu'on eut échangé les premières phrases, Julius accabla Sir James de questions avides. Où, quand et comment? Sir James avait-il trouvé Jane Finn? Pourquoi ne leur avait-il pas dit qu'il s'occuperait encore de l'affaire, etc. Sir James passa silencieusement sa main sur son menton. Puis il dit « Elle est retrouvée, n'est-ce pas l'essentiel? Mais comment êtes-vous tombé sur sa trace? Miss Katsu et moi pensions que vous aviez décidé de ne plus vous en occuper. » Ah! Le juriste lui jeta un regard rapide, puis reprit son menton dans sa main. « Vous croyez cela? Tiens, tiens. Mais enfin, où est ma cousine? Je pensais que vous l'emmèneriez. Ça aurait été impossible. Pourquoi? Parce qu'elle a été victime d'un accident d'auto dans la rue et qu'elle a eu de légères blessures à la tête. On l'a emmenée au poste de secours. Et en revenant à elle, elle a donné le nom Jane Finn. Quand la nouvelle m'est parvenue, je me suis arrangé pour la faire transporter chez un médecin, un ami à moi. Où elle se trouve maintenant? Elle est de nouveau inconsciente et ne parle plus. Est-elle gravement blessée? Oh non, quelques égratignures. Du point de vue médical, presque rien. Son état doit être plutôt attribué au choc qu'elle a subi en retrouvant sa mémoire. Alors elle l'a retrouvée? Évidemment, puisqu'elle a donné le nom de Jane Finn. Je croyais que ce détail vous avait frappé. Et vous vous trouviez justement sur les lieux? Remarqua Tommy. Un vrai conte de fées? Mais Sir James était trop prudent pour se laisser aller à parler. Il y a souvent des coïncidences curieuses, dit-il froidement. Néanmoins, Tommy était sûr d'une chose. La présence de Sir James à Manchester n'était pas due au hasard. Loin d'abandonner l'affaire, comme l'avait toujours cru Julius, il avait au contraire réussi à retrouver les traces de la jeune femme. Mais pourquoi ce mystère? Était-ce une habitude professionnelle? Après dîner, déclara Julius, j'irai voir Jane. C'est impossible, dit Sir James. Elle ne peut recevoir personne à cette heure-ci. Plutôt demain vers 10 heures. Julius rougit. Il y avait en Sir James quelque chose qui l'irritait. C'était un conflit entre deux caractères impérieux. J'irai quand même, et je tâcherai de leur faire transgresser leur règlement stupide. Ce sera inutile, monsieur Hersheimer. Ces mots partirent secs comme une détonation. Tommy regarda Julius avec appréhension. Il était nerveux et excité. Sa main qui portait un verre à sa bouche tremblait légèrement, mais son regard supportait hardiment celui de Sir James. Un instant, l'hostilité entre eux sembla presque exploser. Mais finalement, Julius, vaincu, baissa les yeux. « Pour le moment, c'est vous qui êtes le maître. »« Je vous remercie, dit l'autre. Donc demain à 10 heures? » Avec beaucoup de grâce, il se tourna vers Tommy. « Je vous avoue, monsieur Beresford, que j'ai été quelque peu surpris de vous voir ici ce soir. Tout récemment encore, vos amis étaient fort inquiets à votre sujet. On n'avait pas eu de vos nouvelles pendant plusieurs jours, et Miss Katsu vous croyait en proie à des difficultés. Elle avait raison, sœur. Je n'ai jamais été de ma vie dans une passe aussi difficile. » Interrogé par Sir James, il lui conta ses mésaventures. Le juriste le regarda avec un intérêt croissant. « Je vous félicite, dit-il gravement. Vous avez fait preuve d'une présence d'esprit remarquable, et vous avez bien rempli votre rôle. » Tommy rougit violemment. « Je ne m'en serais pas tiré, monsieur, sans la jeune fille. En effet, vous avez eu de la chance.
Néanmoins, elle appartient à la bande. Je crois que oui. Je croyais qu'il la retenait de force, mais dans ce cas, elle ne serait pas retournée volontairement chez eux. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle voulait rentrer chez Marguerite? Oui, monsieur. Je crois qu'elle entendait par là madame Vandermeyer. Elle signait toujours Rita Vandermeyer, et tous ses amis l'appelaient Rita. Mais peut-être cette jeune fille était-elle habituée à l'appeler de son nom français, et dire qu'au moment où elle l'appelait madame Vandermeyer, celle-ci se mourait ou était déjà morte. C'est curieux. Un ou deux points me paraissent obscurs. Par exemple, leur brusque changement d'attitude vis-à-vis de vous. À propos, la maison a-t-elle été fouillée? Bien entendu, mais ils étaient tous partis. Évidemment, sans laisser de traces. Quant à cela, le juriste avait un ton si singulier que Tommy leva soudain les yeux. Cet homme aurait-il trouvé quelque chose là où les autres avaient été aveugles? Il s'exclama, mu par une impulsion soudaine. J'aurais voulu que vous fussiez là, monsieur. Moi aussi, dit calmement Sir James. Et puis, qu'avez-vous fait? Un instant, Tommy le regarda en silence. Puis il se rendit compte qu'en effet, le juriste ne savait rien. J'ai omis de vous raconter ce qui est arrivé à Katsu, dit-il. L'angoisse oubliée quelques instants grâce à la nouvelle de la découverte de Jane Finn lui serra de nouveau le cœur. Le juriste posa sa fourchette et son couteau sur la table. Qu'est-il arrivé à Miss Katsu? Sa voix était froide et acérée. Elle a disparu. Quand? Il y a une semaine. Comment? Tommy et Julius lui contèrent leur vaine enquête. Sir James reprit immédiatement les événements à la source. Une dépêche signée de votre nom? Ils vous connaissaient donc assez tous les deux pour agir ainsi. Ils ne savaient pas au juste ce que vous aviez appris dans cette maison, l'enlèvement de Miss Katsu et la rançon de votre fuite. Si c'était nécessaire, ils pouvaient vous fermer la bouche en vous menaçant de la tuer. C'est bien ce que j'ai pensé, monsieur. Tiens, vous y êtes parvenu vous-même, pas mal. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ne savaient sûrement rien de vous au début. Quelqu'un a dû les renseigner, dit Julius, mais pas avant dimanche après-midi. Oui, mais qui? L'omniscient M. Brown, bien entendu. Le ton railleur du jeune Américain fit lever les sourcils de Sir James. Vous ne croyez pas en M. Brown, monsieur Hersheimer? Non, monsieur, je n'y crois pas. Je pense que c'est une sorte d'épouvantail imaginaire. Le vrai chef est ce Kramenin. Il est capable d'organiser des troubles n'importe où. Whittington est probablement à la tête de la bande anglaise. Je ne suis pas de votre avis, dit froidement Sir James. M. Brown existe. Il se tourna vers Tommy. Avez-vous noté d'où la dépêche est partie? J'avoue que non, monsieur. L'avez-vous? En haut, dans ma valise. J'aimerais la voir. Ne vous pressez pas, de toute façon, nous attendrons d'avoir vu Miss Jane d'abord. Ensuite, nous penserons à Miss Katsu. Je ne la crois pas en danger immédiat, c'est-à-dire tant qu'ils ne savent pas que nous avons Miss Jane Finn et qu'elle a retrouvé la mémoire. Il faut le leur cacher à tout prix, comprenez-vous? Le lendemain à 10 heures, ils se rencontrèrent à l'endroit convenu. Sir James était le seul à ne point paraître ému. Il les présenta au docteur. Monsieur Hersheimer, Monsieur Beresford, le docteur Roylance. Comment va la patiente? Fort bien. Elle n'a évidemment aucune idée du temps. Ce matin, elle m'a demandé combien de passagers avaient été sauvés. Les journaux avaient-ils annoncé le naufrage? Évidemment, il fallait s'y attendre. Quoi qu'il en soit, elle paraît anxieuse. Je crois que nous pourrons la soulager. Pouvons-nous monter? Certes. Tommy les suivit, le cœur battant. Enfin, Jane Finn, la mystérieuse, l'introuvable Jane Finn. Comme le succès avait semblé impossible. Et voici que dans cette maison se trouvait la jeune fille dont la mémoire était miraculeusement revenue et qui tenait entre ses mains l'avenir de l'Angleterre. Si seulement Katsu avait été là pour se réjouir avec lui de la conclusion triomphale de leur aventure. Mais il avait confiance en Sir James. Il retrouverait Katsu. En attendant, Jane Finn. Et soudain, le cœur lui manqua. Cela semblait trop facile. S'il la trouvait morte, frappée par la main de M. Brown. Une minute plus tard, il souriait de ses idées mélodramatiques.
Le docteur ouvrit une porte et ils entrèrent. Sur le lit blanc, une belle jeune fille était étendue, la tête bandée. La scène était si exactement telle qu'elle devait l'être, qu'on aurait presque cru à un scénario admirable. La jeune fille les regardait tous avec de grands yeux étonnés. Sir James parla le premier. « Miss Jane Finn, dit-il, voici votre cousin, Monsieur Julius P. Hersheimer. » La jeune fille rougit légèrement. Quand Julius s'avança, il lui serra la main. « Comment ça va, petite cousine ?» dit-il d'un ton léger. Mais Tommy devina son émotion. « Êtes-vous vraiment le fils de l'oncle Hiram ?» demanda-t-elle surprise. Sa voix chaude sembla vaguement familière à Tommy, mais il rejeta cette impression comme invraisemblable. « Bien sûr, nous avons lu bien des choses sur l'oncle Hiram dans les journaux, mais je ne croyais pas vous rencontrer un jour. Maman était sûre qu'il ne se réconcilierait jamais avec elle. Il était comme ça, avoua Julius. Mais la jeune génération est différente. Laissons de côté les querelles de famille. J'ai décidé de vous retrouver, cousine. » Une ombre passa sur le visage de la jeune fille. « Ils me disent des choses terribles. Ils disent que j'ai perdu la mémoire, que des années sont passées, et dont je ne saurai rien, jamais rien. Des années perdues. Vous ne vous en rendez même pas compte, vous-même. Mon Dieu, non. J'ai l'impression qu'il y a à peine quelques heures qu'on nous a poussés dans les canots de sauvetage. » Elle frissonna et ferma les yeux. « Ne craignez rien, Jane, c'est fini. Mais maintenant écoutez-nous. Il y a une chose que nous voudrions savoir. Il y avait à bord un homme qui avait des documents très importants sur lui, et de grands personnages anglais croient qu'au moment du naufrage, c'est à vous qui les avez remis. Est-ce vrai ?» La jeune fille hésita, jetant un regard sur les deux autres. Julius comprit. Monsieur Beresford est chargé par le gouvernement anglais de retrouver ces documents. Sir James Peel Edgerton est un membre du Parlement. C'est grâce à lui que nous vous avons retrouvé. Vous pouvez donc parler sans crainte. Danvers vous a-t-il donné des papiers? Oui. Il a dit que je réussirais plus facilement que lui à les sauver, puisqu'on embarquait les femmes et les enfants d'abord. C'est bien ce que nous avions pensé, dit Sir James. Il a dit qu'ils étaient très importants, tant pour l'Amérique que pour l'Angleterre. Mais maintenant, des années ont passé depuis. Leur importance n'est pas moins grande maintenant, Jane. Bien que la situation soit différente, vous pouvez donc nous remettre ces papiers. Mais non. Comment? Je ne les ai plus. Vous ne les avez plus? Non, je les ai cachés. Cachés? Oui, j'étais trop inquiète. Il y avait des gens qui semblaient me guetter. C'était affreux. Elle porta sa main à son front. C'est à peu près la dernière chose dont je me souvienne avant de m'être réveillée à l'hôpital. Continuez, dit Sir James, calme et dominateur. De quoi vous souvenez-vous? C'était à Holyhead. On nous avait débarqués là. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait rien, continuez. Au milieu de la confusion générale sur le quai, je me suis glissé hors de la foule. Personne ne m'a vu. J'ai pris une voiture. J'ai dit au chauffeur de me conduire hors de la ville. Quand nous sommes sortis sur la route, j'ai bien regardé. Aucune autre voiture ne nous suivait. J'ai vu un sentier au bord de la route. J'ai dit à l'homme d'attendre. Elle s'arrêta un instant. Le sentier conduisait à un rocher. Puis, au bord de la mer, entre les buissons de genêts, qui ressemblaient à des flammes d'or, je regardais autour de moi. Il n'y avait personne. Au niveau de ma tête, dans le rocher, il y avait une crevasse. Elle était étroite, mais profonde. Ma main y entrait. Je pris le paquet attaché à mon cou et je l'introduisis là-bas. Puis j'arrachai des touffes de genêt et j'en remplis la crevasse. On n'aurait jamais cru qu'il y avait un trou à cet endroit. Je notai soigneusement l'endroit pour bien m'en souvenir. Le rocher avait une forme particulière. On aurait dit un chien sur ses pattes de derrière. Puis je retournai sur la route. La voiture attendait. Je rentrai en ville et je pris le train. En face de moi, il y avait un homme et une femme. Je crus les avoir échangé un regard. J'eus peur et je me sentis heureuse d'avoir mis les papiers en sûreté. Alors, sortant dans le couloir pour prendre un peu d'air, je voulus passer dans un autre compartiment. Mais la femme me rappela, disant que j'avais laissé tomber quelque chose.
et quand je me penchai pour regarder, elle me frappa, là. Elle porta la main à la nuque. Je ne me rappelle plus rien jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Il y eut un silence. Merci infiniment, Miss Finn. C'était Sir James qui avait pris la parole. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Oh non, j'ai un peu mal à la tête, mais autrement ça va bien. Julius lui serra de nouveau la main. À bientôt, cousine. Je vais retrouver ces papiers, mais je serai vite de retour et je vous emmènerai à Londres. Vous allez voir comment on s'amusera avant de retourner en Amérique. Donc, dépêchez-vous de guérir. Chapitre 10. Trop tard. Dans la rue, ils tinrent un conseil de guerre. Sir James consulta sa montre. Le petit bateau qui mène à Holyhead s'arrête à Chester à 12h14. Si vous y allez maintenant, vous pourrez le prendre. Et vous, monsieur? Je voudrais pouvoir vous accompagner, mais à 2h, je dois prendre la parole à un meeting. Je suis désolé. Il paraissait sincère. Julius, d'autre part, était évidemment satisfait de pouvoir aller sans lui. Je crois, dit-il, que cette fois, ce n'est pas compliqué. Une sorte de jeu de cache-cache. Vous êtes encore jeune, monsieur Hersheimer. À mon âge, vous aurez appris qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Sa gravité impressionna Tommy. Mais non point Julius. Vous croyez, dit-il, que M. Brown peut surgir parmi les genêts? S'il le fait, je suis prêt à l'accueillir. Mon petit Willy m'accompagne toujours. Il tira un revolver automatique et le caressa tendrement. Mais cette fois, nous n'en aurons pas besoin. Il n'y a personne pour enseigner M. Brown. L'homme de loi haussa les épaules. Il n'y avait personne pour enseigner M. Brown sur la trahison projetée par Madame Vandemeyer. Et cependant, Madame Vandemeyer est morte, sans avoir parlé. Cette fois, Julius s'avoua vaincu et garda le silence. Sir James ajouta plus doucement. Je veux simplement vous mettre sur vos gardes. Dès que les papiers seront entre vos mains, portez-les immédiatement à destination. Si vous vous croyez espionné, détruisez-les sur le champ. Au revoir et bonne chance. Sur ce, il leur serra la main et disparut. 10 minutes plus tard, les jeunes gens étaient en route pour Chester. Pendant un certain temps, aucun d'eux ne parla. Julius rompit premier le silence, par une remarque absolument inattendue. « Dites, demanda-t-il, vous est-il jamais arrivé de vous éprendre d'une photo de femme ?» Tommy, après une minute d'étonnement, chercha dans sa mémoire. « Ma foi, non. Pourquoi ?»« Parce que pendant 2 mois, j'ai été un idiot sentimental. La première fois que j'ai vu la photo de Jane, mon cœur m'a joué le tour dont on parle dans les romans. J'ai honte de l'avouer, mais je suis venu ici fermement décidé à la retrouver et à la ramener en qualité de Madame Julius P. Hersheimer. « Oh !» fit Tommy ahuri. Julius croisa et décroisa brusquement les jambes et continua. « Ça prouve la bêtise de l'homme. Dès que je l'ai vu en chair et en os, je me suis senti libéré. » Encore plus ébahi, Tommy articula de nouveau. « Oh ! Ce n'est pas pour dire du mal de Jane, continua l'autre. Elle est charmante, et je suis sûr qu'il se trouvera des hommes pour s'éprendre d'elle. Je l'ai trouvée très jolie, dit Tommy, retrouvant l'usage de la parole. Moi aussi, mais elle ne ressemble pas le moins du monde à sa photo. C'est-à-dire, si, c'est bien cela. Et pourtant, c'est autre chose. Il y avait un je ne sais quoi dans cette photo. Julius secoua la tête et soupira. Vrai, l'amour est une chose si drôle. En effet, dit froidement Tommy, puisqu'on peut être épris d'une jeune fille et faire une proposition de mariage à une autre. Julius eut la bonne grâce de rougir. C'est que j'étais tout à coup là et découragé. Je croyais qu'on la retrouverait jamais, et que c'était de la folie. Vous savez, on peut se marier sans être follement amoureux. Tommy devint écarlate. Eh bien, ça alors. Julius l'interrompit. Comprenez-moi bien. Je pense que si les 2 personnes se conviennent, si elles considèrent cela comme une affaire pratique, nous sommes devenus tous trop pratiques. Nous pensons qu'à l'argent, c'est dégoûtant. Ne vous échauffez pas, mon petit, dit Julius. Et si je veux m'échauffer, moi, répliqua Tommy. Julius le regarda.
et jugea préférable de garder le silence. Quoi qu'il en fût, Tommy eut le temps de reprendre ses esprits avant d'arriver à Holyhead. À l'aide d'une carte, ils trouvèrent facilement la direction et prirent un taxi qui les conduisit sur la route longeant la mer. Ils ordonnèrent au chauffeur d'aller lentement et regardèrent de tous leurs yeux pour ne pas manquer le sentier. Ils y arrivèrent assez vite, et Tommy demanda négligemment au chauffeur si ce sentier conduisait à la mer. Sur sa réponse affirmative, ils le payèrent généreusement et le renvoyèrent. Quand il eut disparu, Tommy et Julius regardèrent le sentier étroit bordé d'arbustes. Est-ce bien celui-là? Il doit y en avoir des tas. Allons jusqu'au rocher, nous verrons bien. Ils descendirent. Tommy tourna la tête inquiet. J'ai peur qu'on nous suive. Impossible. Nous nous en serions aperçus. Mais Tommy, malgré lui, croyait à l'omniscience de l'ennemi. Ils firent encore quelques pas, et soudain, Julius s'arrêta si brusquement que Tommy faillit trébucher contre lui. Qu'y a-t-il? Voyez vous-même. Tommy leva les yeux. Il vit un grand rocher qui avait certainement une ressemblance fantastique avec un chien dressé sur ses pattes de derrière. Eh bien, dit Tommy, refusant de partager l'émotion de Julius, c'est à quoi nous nous attendions. Julius le contempla tristement. Oh, ce flegme britannique. Bien sûr que nous nous y attendions. Mais ça me fait quand même quelque chose de le trouver là. Tommy, dont le calme était peut-être un peu plus fin que réel, dit impatiemment. Allons-y, il faut trouver cette crevasse. Ils se penchèrent sur le rocher. Tommy s'entendit dire bêtement. Les branches de genêt n'y seront plus, après toutes ces années. Et Julius répondit solennellement. Je crois que vous avez raison. Soudain, Tommy étendit une main qui tremblait. Et cette crevasse, là? Julius répondit d'une voix tremblante. C'est cela, c'est sûrement cela. Bon Dieu, cria Tommy, c'est impossible. 5 ans. Songez-y, 5 ans ont passé, et les milliers de passants, les parties de pique-nique, les gamins qui dénichent les nids. Il est impossible que le papier soit encore là. Il y a 99 chances contre une. Ce serait fou. Il ne pouvait pas y croire. Réussirait-il là où tant d'autres avaient échoué? C'était trop facile. La crevasse serait vide. Julius le regardait en souriant. Tiens, votre flegme britannique n'a pas tenu le coup, dit-il avec une certaine satisfaction. Allons-y. Il plongea la main dans le trou et fit la grimace. Ah, c'est étroit. Jane doit avoir une main 2 fois plus petite que la mienne. Je ne sens rien. Attendez, ça y est. Hurrah! Et il brandit un petit paquet décoloré. Le voilà. Il est cousu dans de la toile cirée. Tenez-le pendant que je prendrai mon canif. L'incroyable s'était produit. Tommy tenait fébrilement entre les mains le précieux paquet. Ils avaient réussi. C'est étrange, murmura-t-il, que les coutures ne soient pas usées. Elles sont comme neuves. Ils les coupèrent soigneusement et enlevèrent la toile cirée. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier pliée. Ils la déplièrent avec des doigts tremblants. La feuille était blanche. Ils regardèrent stupéfaits. Un trompe-l'œil, hasarda Julius. Danvers, après tout, n'avait peut-être pas le papier sur lui. Tommy secoua la tête. Cette solution ne le satisfaisait pas. Soudain, son visage s'éclaircit. Et si c'était de l'encre sympathique? Est-ce possible? Essayons toujours. Elle transparaît d'ordinaire à la chaleur. Faisons du feu. Quelques minutes plus tard, un feu de branches sèches crépitait gaiement. Tommy avança prudemment la feuille et attendit. Soudain, Julius le saisit par le bras et lui montra un endroit de la feuille où apparaissaient de légères taches brunes. Ça y est, votre idée était magnifique. Je n'y aurais pas songé. Tommy tint le papier encore quelques minutes, puis, sûr que la chaleur avait fait son œuvre, le retira. Les 2 jeunes gens se penchèrent avidement sur le papier et jetèrent un cri. En travers de la feuille, en caractères bruns soigneusement imprimés, s'étalaient ces mots. Monsieur Brown, avec ses sentiments, les meilleurs. Chapitre 21. Tommy fait une découverte.
Le lendemain matin, à la première heure, Tommy, pâle et défait, mais décidé à remplir jusqu'au bout son triste devoir, se trouvait face à face avec son chef. « Je suis venu vous faire mon rapport, monsieur. J'ai échoué, lamentablement échoué. » M. Carter le mesura d'un regard perçant. « Vous voulez dire que le traité est entre les mains de M. Brown, monsieur. » « Ah !» fit doucement M. Carter. Son expression ne changea pas, mais un éclair de désespoir dans son regard n'échappa point à Tommy. Il comprit que la bataille était perdue. « Eh bien, dit M. Carter après quelques instants, je préfère être fixé définitivement. Nous ferons ce que nous pourrons. » « Il n'y a pas d'espoir, et il le sait, pensa Tommy. L'autre le regarda. « Ne vous laissez pas aller, mon garçon, dit-il avec bienveillance. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez combattu contre un des grands génies du siècle. Et vous avez failli réussir. Souvenez-vous-en. Merci, monsieur, vous êtes trop indulgent. Je me reproche de vous avoir entraîné dans cette histoire. Je me le reproche depuis que j'ai su l'autre nouvelle. » Une crainte plus forte étreignit le cœur de Tommy. « Autre chose encore, monsieur ? » ?»« Je le crains, dit gravement M. Carter. Il étendit la main et prit sur la table une feuille de papier dactylographiée. « Katsu ?» balbutia Tommy. « Lisez vous-même. » Les caractères imprimés dansaient devant ses yeux. C'était la description d'une toque verte et d'un manteau dans la poche duquel se trouvait un mouchoir marqué PC. Ses yeux posèrent à M. Carter une question torturante. L'autre y répondit. « Échoué sur le rivage, près d'Ebury, sur la route du Yorkshire. Je crains que ce ne soit leur œuvre. Mon Dieu, Katsu, ces brigands, ces démons, je leur ferai payer, je les traquerai, je les pousserai à l'échafaud. Il s'arrêta en voyant une expression de pitié sur le visage de M. Carter. « Je sais ce que c'est, mon pauvre petit, mais c'est inutile. Vous dépenseriez vos forces vainement. C'est dur à entendre, mais le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'oublier. » « Oublier, Katsu ? Jamais. Vous le croyez maintenant, mais le temps vous aidera. Je vous comprends. Quand je songe à cette courageuse petite fille, je suis profondément peiné de toute cette affaire. » Tommy se maîtrisa. « Je vous prends votre temps, monsieur, dit-il avec effort. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous étions deux fous. Vous nous aviez prévenus. Mais je regrette que ce ne soit pas moi qui ai été pris. Adieu, monsieur. » De retour au Ritz, Tommy fit machinalement ses malles. Il était encore hébété par cette éruption tragique dans sa joyeuse existence. Comme ils s'étaient amusés ensemble, lui et Katsu. Et maintenant, était-ce possible? Non, il n'y croyait pas. Katsu, la petite Katsu, débordante de vie, c'était un rêve, un affreux cauchemar, pas autre chose. On lui apporta un mot de Peel et Gertod. Il avait lu la nouvelle dans les journaux, dans la rubrique des faits divers. Le titre s'étalait « Ancienne infirmière noyée ». Le maître lui exprimait sa sympathie en quelques mots, brefs et bien sentis, et finissait par lui offrir un poste en Argentine, où il possédait des intérêts considérables. « Brave vieux !» murmura Tommy. La porte s'ouvrit, et Julius fit irruption avec sa violence coutumière. Il tenait un journal à la main. « Qu'est-ce que c'est que tout cela? C'est de la folie, voyons. »« C'est vrai, » dit calmement Tommy. « Ils l'ont tuée? » ?»« Sûrement. Du moment qu'ils avaient le traité, ils n'avaient plus besoin d'elle. Et ils craignaient de la laisser libre. »« Crénom !» gronda Julius. « La petite Katsu, la petite fille la plus épatante. » Mais Tommy tout à coup se leva. « Oh, vous !» cria-t-il. « Qu'est-ce que ça peut vous faire, à vous? Vous l'avez demandé en mariage froidement, pratiquement, à l'américaine. Mais moi, je l'ai aimée. J'aurais donné tout mon sang pour la sauver. Je n'aurais pas dit un mot si elle avait voulu vous épouser, parce que vous pouviez lui donner tout ce qu'elle méritait d'avoir, et que je ne suis qu'un pauvre diable sans le sou. Mais c'est moi qui l'aimais vraiment. »« Écoutez, commença Julius. Allez au diable. Je ne veux pas vous entendre parler de cette petite Katsu. Allez retrouver votre cousine. Katsu est à moi. Je l'ai toujours aimée. Depuis le temps où nous jouions à cache-cache dans les buissons. Je n'oublierai jamais comment j'étais dans cet hôpital.
Comment elle est entrée tout à coup, avec sa coiffe blanche d'infirmière. C'était un vrai miracle de voir soudain celle que j'aimais transformée en infirmière. Nom d'un chien, interrompit Julius. Je dois être mûr pour l'asile d'Aligny. Je jurerais que j'ai vu ma cousine Jane en uniforme d'infirmière moi aussi. Et c'est impossible. Attendez, ça y est, je me rappelle. C'est elle que j'ai vue, parlant à Whittington, dans la maison de santé de Bournemouth. Là-bas, elle n'était pas une malade, mais une infirmière. Dans ce cas, dit Tommy avec colère, elle est d'accord avec ces bandits. Ça ne m'étonnerait pas si elle avait tout simplement volé ses papiers à Danvers. Vous n'avez pas le droit de supposer cela, hurla Julius, et elle est aussi patriote que vous et moi. Je me moque de son patriotisme, rétorqua Tommy d'une voix dont le diapason dominait encore celui de Julius. Les jeunes gens étaient sur le point d'en venir aux mains, mais soudain, d'une façon absolument inattendue, Julius s'apaisa. Voilà, c'est terminé pour la partie 6. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la partie 7, et probablement avant-dernière partie, du fameux livre Monsieur Brown d'Agatha Christie. Je vous invite vivement à vous abonner, déjà pour me faire plaisir, et puis une fois Monsieur Brown terminé, je posterai un sondage pour voir quel livre vous aimeriez écouter pour la prochaine fois. Et puis grâce à l'onglet communauté, vous pourrez me faire des suggestions. Moi je suis à votre écoute. Moi, ça me fait plaisir de raconter des histoires, et quand je vois que les gens sont intéressés, ben c'est que du bénéfice pour moi. Alors merci encore pour votre écoute et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.